Avant tout, je voudrais dire à mes collègues roumains qui sont ici que chez les historiens des sciences, Bucarest reste un grand souvenir. Je me souviens en 1985 du Congrès international d'histoire des sciences où j'ai eu pour la première fois l'occasion de rencontrer mes collègues roumains. Les circonstances politiques étaient différentes. Le Congrès était placé sous Madame la Présidente, sous la présidence de Madame la Présidente de la République, mais la tradition scientifique roumaine était là, dans ce carrefour d'influence qu'il a modelé à la fois entre le monde slave, le monde roman, le monde italien, le monde latin, le monde orthodoxe, un pays qui ressemble tellement à notre Belgique, qui elle aussi est un pays d'entre-deux, où les influences se croisent et doivent se féconder au lieu de se combattre. Vous m'avez demandé de parler de Van Helmont et c'est un sujet bien dangereux. C'est aujourd'hui beaucoup plus un mythe qu'un nom. C'est le mythe, n'est-ce pas, d'un précurseur de génie, traqué par un siècle ignorant, pionnier de la méthode expérimentale, créateur de la notion de gaz, et de surcroît, il avait eu les honneurs d'un procès d'inquisition qui, comme chacun sait, ne persécute que les esprits avancés. Le positivisme, la laïcité, le nationalisme belge à la recherche de grands ancêtres ont accrédité un mythe qui n'a jamais disparu. Et pourtant, l'utilisation de Jean-Baptiste Van Helmont par Démètre Cantemir nous est une énigme. En effet, pourquoi ? Et c'est M. Alexandrescu qui répondra à ma place, je pose moi les questions. Pourquoi, aux alentours de 1700, 1698, 1705, en Europe centrale, a-t-on mis à l'honneur, traduit, commenté, approfondi, un auteur marginal, largement démodé par les acquisitions de la nouvelle science et incompréhensible pour ces gens qui connaissaient Newton, qui connaissaient Descartes, Kepler et Galilée. Pour bien comprendre cela, il faut travailler en deux points. La première, c'est étudier de façon très matérielle la façon dont les écrits de Jean-Baptiste Van Helmont se sont diffusés en Europe et dont il est devenu, en quelque sorte, un précurseur malgré lui. Et la deuxième, c'est d'analyser son système et de voir ce que Démètre Cantemir pouvait y trouver. Premier point, la diffusion des écrits de Van Helmont. Ce qui est très... Jean-Baptiste Van Helmont est né en 1579, il est mort en 1644, et de son vivant, il n'a pratiquement rien publié, tout simplement parce que ses manuscrits ont été confisqués par l'Inquisition de Malines le 4 mars 1634. Entre 1634 et sa mort, survenue 10 ans après, Van Helmont a écrit des livres qu'il n'avait pas l'autorisation de publier, un livre en flamand, un livre en latin, et ensuite, lorsqu'il a été blanchi par le tribunal d'inquisition, c'est un cas rarissime d'un procès d'inquisition gagné, parce qu'il avait opposé les coutumes du Brabant, les coutumes civiles du Brabant à la procédure ecclésiastique. Après son absolution en 1638, il a pu publier 2 ouvrages. Mais le 30 décembre 1644, il meurt. Donc, la doctrine de Jean-Baptiste Van Helmont est en quelque sorte une bombe à retardement qui n'éclate qu'après sa mort, grâce aux efforts opiniâtres de son fils, François Mercure, occultiste, kabbaliste, ami de Leibniz, inventeur d'une langue synthétique, polyglotte, personnage extraordinaire et grand voyageur, pour diffuser les écrits de son père dans toute l'Europe, alors
qu'il s'est des écrits qu'il avait rassemblés comme membradriciecta dans sa famille. Donc, en 1648, François Mercure publie un premier livre, L'aurore de la médecine, Hortus Medicinae. Ce sont des textes que son père lui a donnés au moment de mourir. Il y a des textes, vous voyez, j'ai fait l'analyse de chacun d'entre eux pour voir comment ils sont constitués. Il y a une partie parfaitement bien rédigée, il y a une partie qui est, comme dit Jean-Baptiste en donnant les papiers à son fils, tam cruda et incorrecta quam penitus expurgata. Mes papiers aussi bruts et non corrigés que ceux qui sont prêts à la publication. Et François Mercure va combiner cela en faisant, au fil de ses pérégrinations en Europe, n'est-ce pas, des éditions successives. 1648, Hortus, 48, Opuscula, 1651-52, il rassemble tout ce qui reste dans un grand Elzévier publié à Amsterdam, n'est-ce pas, qui sont les Opera Omnia. Très probablement, c'est sur ce texte, un des textes sur lesquels Cantemir a travaillé. Ensuite, il retrouve le manuscrit flamand, le publié en 1659. Il surveille de près la traduction, quand il est chez les Stuarts, il surveille de près la traduction anglaise de John Chandler, Oriatique of Physic Refined, qui est une traduction extrêmement fidèle. En revanche, lorsqu'un médecin français, Jean Lecomte, a publié une traduction des œuvres de Jean-Baptiste Van Helmont en français, c'est un recueil d'extraits orienté dans un sens délibérément positiviste. Il a gommé tout ce qui était religieux, il a gommé tout ce qui était ésotérique, pour ne retenir que ce qui était pratique, médical et critique des écoles. En réalité, si Van Helmont a passé pour un précurseur, un inventeur, un pionnier de la médecine moderne, c'est en réalité traductore et traditore, n'est-ce pas, à ce traître de Jean Lecomte qu'il le doit, Jean Lecomte qui a positivisé en quelque sorte les instructions du maître. Mais lorsque François Mercure, à la fin de sa vie, se trouve à Sulzbach, il rassemble la totalité dans les Opera Omnia, publié à Francfort, et il supervise la traduction allemande Aufgang der Arzneikunst, rédigée par le kabbaliste allemand Christian Knorr von Rosenrode. Ces délais expliquent la lente pénétration des écrits de Van Helmont en Europe. Alors que la nouvelle science se développe, Kepler et Galilée, le système de Van Helmont apparaît garde des lecteurs, mais apparaît à bien des égards comme marginal. En réalité, avant de voir avec M. Alexandrescu ce que Cantemir a fait de Van Helmont, tâchons de comprendre Van Helmont. À l'université de Louvain, il a été formé dans l'aristotélisme éclectique, un aristotélisme souple, intégrant dans une certaine mesure les nouvelles découvertes de la science, une cosmologie plus tychonienne que copernicienne, c'est ce que l'on trouvera dans les écoles grecques, n'est-ce pas, de Valachie, de Moldavie, à l'époque où écrit Cantemir. Bref, face à cet aristotélisme éclectique, Van Helmont se rebelle. Il estime que cet aristotélisme ne rend plus compte de rien. Il ne rend plus compte ni de la nature, de la diversité de la nature, ni de la complexité de l'humain. Il raisonne au lieu de comprendre, et le galénisme, qui en est la transposition médicale, le galénisme discourt sur les maladies au lieu de les guérir. La faute, selon Van Helmont, dans un traité superbe inspiré de Nicolas de Cusa, qu'il intitule Venatio Scientiarum, la chasse aux sciences, et qui est son véritable discours de la méthode, dit « Cela est faux parce que cela est païen. La définition de l'homme comme un animal rationnel est païenne. Après notre mort, notre âme n'aura plus besoin de la raison. Elle connaîtra toute chose directement dans la lumière de Dieu. En attendant,
il faut déchausser les souliers de la raison, demander à Dieu d'ouvrir les yeux de l'âme, comme il le fit à sainte Thérèse d'Avila, pour qu'il accorde une connaissance privilégiée où l'intelligence s'identifie à son objet, ce qu'il appelle en latin ecstasis. Et lui-même avoue dans ses écrits avoir eu plusieurs extases, c'est-à-dire plusieurs contacts directs par illumination avec la réalité. À défaut de ces révélations, et Van Helmont est ici un disciple de Paracelse, il faut s'appuyer sur une double lumière, la double lumière de l'écriture et la double lumière de la nature. L'écriture sainte, c'est la parole révélée, et la nature, c'est le livre de Dieu. Mais comment lire le livre de Dieu? Il faut décomposer la nature, et particulièrement la décomposer par le feu. C'est le titre qu'il s'attribue à lui-même, Philosophus per ignem, philosophe par le feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est le moyen dont la nature elle-même use dans ses productions. Quelle que soit la pénétration intellectuelle du philosophe, il n'arrivera pas sans le feu. Comment donc acquérir les sciences? Il dit « quaerere, orare et pulsare ». La référence évangélique est évidente. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc, comme il l'affirme dans le Dageraad, je m'appuie sur la Sainte Écriture et sur mon expérience manuelle, car devant ces deux lumières, tous les oiseaux de nuit doivent reculer. Et c'est avec cette méthode, l'écriture d'une part, et la révélation divine, et d'autre part, l'expérience manuelle, qu'il aborde les grandes questions du fonctionnement de la nature, du fonctionnement de l'homme, de la physiologie, des maladies, de la pathologie. La question des constituants ultimes de la matière, n'est-ce pas, mettait tout en cause. En réalité, comme tout le monde le sait, Galien et Aristote avaient développé la théorie des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui, avec toutes sortes d'adaptations, servait de base à l'enseignement scolastique. Elle le restera à l'université de Louvain jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, même si à la rubrique R, on introduit toute la nouvelle théorie des gaz de Lavoisier et de Priestley. Donc, terre, eau, air, feu. Mais, depuis le Moyen-Âge, l'alchimie avait ébranlé ces certitudes. Par la décomposition des métaux, on s'était aperçu que les métaux avaient d'autres propriétés qui ne pouvaient s'expliquer par les quatre éléments. Par exemple, certains s'oxydent, d'autres brûlent. Et donc les alchimistes avaient introduit deux autres éléments. L'un pour expliquer les propriétés de l'état métallique, le mercure, d'autres pour expliquer les propriétés de combustibilité, c'est-à-dire d'oxydabilité, le soufre. C'est le soufre et le mercure, c'est ce que l'on retrouvera au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, dans la théorie du phlogistique de Stahl. Et Paracelse, observant que certains corps prennent des formes étranges lorsqu'on les dissout dans l'eau, c'est nous dirions-nous qu'ils cristallisent, avait introduit un troisième principe, le sel, le soufre, le mercure. Toute la théorie de la matière, au temps de Van Helmont, est un conflit entre les quatre éléments traditionnels qui avaient pour eux l'évidence immédiate des sens et le poids de la tradition. Et d'autre part, la théorie de Paracelse qui, elle, avait à son actif l'évidence du laboratoire. Donc on voit proliférer les systèmes à 4, 5, 6, 7 éléments. Van Helmont, dans cette position, se fie à sa méthode, la foi, l'écriture sainte, l'expérience. Dès son premier écrit que vous avez là-bas sur les écrits sur les eaux de Spa, où il conteste tout le thermalisme spadois, ce qui lui valut beaucoup d'ennuis, n'est-ce pas? Il est vrai que ce Spa n'a jamais été fréquenté que par des hypocondriaques. Il dit, n'est-ce pas, que, reprenons la Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et Dieu sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament de celles qui sont en dessous du firmament. Il n'y a donc pas 4 éléments, mais 2 éléments primitifs, l'air et l'eau.
Quant aux autres éléments de la tradition, et là c'est l'aspect critique de l'œuvre de Van Helmont, le feu et la terre, ce sont des éléments dérivés et corruptibles. Du reste, n'est-il pas dit dans l'Écriture, le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire que le ciel, qui selon Aristote est fait de feu, passera, et la terre passera, c'est-à-dire qu'elle est soumise à la corruption. Donc, dans la suite, Van Helmont va consacrer de longues pages à exposer cette conception, à l'étayer par des expériences et à critiquer les systèmes traditionnels d'éléments. On peut calciner toute espèce de substance, et les sels qui en résultent se dissolvent dans l'eau. C'est donc de l'eau. Il affirme que l'opération est difficile pour certains métaux, pour certaines formes de sable, mais il est dit, de toute façon, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et donc Dieu créa la terre aux dépens de l'eau. Donc, il procède à un certain nombre d'expériences. Expérience célèbre, n'est-ce pas? C'est, il prend un saule, il prend un baquet, il y plante un saule, il met hermétiquement, pour empêcher que la poussière tombe, il met un couvercle hermétique avec un petit trou par où il verse de l'eau. Et il s'aperçoit qu'après plusieurs années, l'arbre a grandi, et qu'il a donc grandi non pas au détriment de la terre, il a pesé la terre, le poids de la terre n'a pas changé, mais il a grandi au détriment de l'eau. La preuve que l'eau est un élément. Est-ce une expérience de Van Helmont? Non. Il a repris ça, n'est-ce pas, à Nicolas de Cusa, lequel le tirait lui-même d'un apocryphe de pseudo-patristique, n'est-ce pas, les Recognitiones du pseudo-Clément d'Alexandrie. De la même manière, il détruit, il pulvérise par accident l'élément feu. Selon les écoles, le feu est une substance et la lumière est un accident. Mais alors, comment peut-on allumer du feu avec une lentille biconvexe en concentrant la lumière? Le feu, c'est de la lumière condensée. Ce qui brûle, ce n'est pas le feu, c'est une fuligo accensa, comme la fumée qui s'échappe d'une bougie. Et pour le prouver, vous allumez une bougie, vous l'éteignez, et pendant que la fumée monte, vous mettez une nouvelle bougie au-dessus, et cette bougie va brûler. Donc, c'est la preuve que le feu n'existe pas. L'air et l'eau ne peuvent pas se transmuter l'un dans l'autre. Bref, combinaison chez Jean-Baptiste Van Helmont, dans sa théorie des éléments, entre, d'une part, la lumière de l'Écriture sainte, et d'autre part, la lumière de l'expérience entendue au sens d'experimentum médiéval, c'est-à-dire un fait dont l'efficacité est prouvée, avérée ou attestée, sans que l'on l'ait faite réellement. Il y a des expériences, par exemple, de combustion du bois, où l'on pèse le bois, et combien pèse le feu, on pèse le bois, on pèse la cendre, et on pèse la différence. Cela vient de Lucien, n'est-ce pas, du traité sur le philosophe Démonax. Donc, il y a là des expériences reprises et il y a des expériences de pensée. On en arrive donc à la théorie que l'eau primordiale est le constituant primaire de tous les êtres. Et ce n'est pas pour rien que l'on dira de Cantémire qu'il a étudié la philosophie de Thalès et que ses maîtres grecs lui ont appris la philosophie de Thalès. Que disait Thalès de Milet, un des premiers présocratiques? C'est que l'eau est le principe de toutes les choses. Van Helmont renoue donc avec Thalès. Mais comment le passage se fait-il entre cette matière première indifférenciée qui contient toutes les virtualités qui contient toute la diversité des êtres, et d'autre part la diversité des êtres naturels que nous exposons, que nous observons. Il faut donc que s'introduise à côté de la matière un concept qui prend le relais de la forme aristotélicienne, et ce concept, chez Jean-Baptiste Van Helmont, c'est le concept de semence. Les formes aristotéliciennes, nous dit Van Helmont, c'est une théorie athée. C'est Dieu qui a créé les formes par l'intermédiaire
d'un principe actif, d'un principe organisateur qu'il appelle l'arché, ce qui évoque tout à la fois, n'est-ce pas, les archontes des gnostiques que le démiurge platonicien. L'arché est le principe d'organisation. Donc nous avons une matière première et un principe d'organisation, nous aurions tendance de dire, n'est-ce pas, le logiciel de conception. Le logiciel de conception, que fait l'arché? Et Démètre Cantemir reviendra sur la notion d'arché, sur laquelle il insiste beaucoup, puisque c'est le principe d'organisation de la matière, n'est-ce pas? Eh bien, que fait l'arché? Il dépose dans la matière des semences, sémina. Que sont ces semences? C'est le vecteur, dirions-nous, de l'information. C'est ce qui fait qu'une chose va devenir une chose, que ceci va devenir du métal, ceci va devenir de la terre, ceci va devenir de la chair. C'est en fait une résurgence, n'est-ce pas, des logoi spermatikoi des présocratiques. Donc l'artisan, l'archer, Archeus Faber, dépose dans l'eau des semences, sémina. Et ces semences, comme notre code génétique, contiennent l'information déterminant quelle forme particulière prendra la matière. Je vous renvoie ici à la thèse de mon élève Hiroshi Hirai sur le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance, de Paracels à Gassendi. Bien, mais alors comment s'opère cette rencontre entre la matière et ce principe dynamique et organisateur? Il se crée un état intermédiaire qui est une chose qui est déjà dans sa spécificité, dans sa nature, la substance en question, mais qui n'en a pas encore l'aspect définitif. Il se produit donc, et là l'expérience intervient à nouveau, Van Helmont est un grand observateur des phénomènes de fermentation. Par un processus de fermentation, il se forme une matière imprégnée de semences, qui n'a pas encore sa forme concrète, mais qui a déjà sa spécificité. Et cette matière, qui est, comme l'a dit Walter Pagel, le meilleur connaisseur de Van Helmont, comme l'a dit Walter Pagel, qui est le vecteur matériel de la spécificité, Van Helmont l'appelle gas. Gas. Nous ne connaissons pas l'origine de ce mot. Il n'est pas chez Paracels. Il pourrait venir du grec chaos, mais chaos désigne l'indéterminé, alors qu'il s'agit déjà ici de quelque chose de spécifique. Il est probable que Van Helmont a créé ce néologisme en se fondant sur un terme flamand, le terme geest, qui désigne l'esprit, qui est l'équivalent du spiritus latin, et nous savons que dans la chimie du XVIe siècle, le spiritus désignait aussi bien le spirituel que le spiritueux. Donc, il s'agit ici le chas, matière intermédiaire, état préliminaire de la matière. Et c'est de cette manière que Van Helmont aborde ensuite le corps humain comme un laboratoire, comme une machine, comme une réaction chimique, où les archers, les semences des maladies, se livrent des combats pour la conquête du corps humain. On peut épingler, bien sûr, la découverte du suc gastrique, des découvertes sur la physiologie de la respiration, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que chez Van Helmont, nous avons pour la première fois un concept ontologique de la maladie. La maladie n'est plus seulement un déséquilibre des humeurs, elle possède une réalité en soi. Elle possède, j'aime les analogies avec le contemporain, elle possède son propre logiciel de fonctionnement. Par exemple, la pleurésie a la pleurafurax, c'est-à-dire la plèvre qui devient folle, n'est-ce pas? Et donc, ici, on le voit, il y a là un système complètement formé, mais un système dont l'inspiration est tout autant spirituelle que matérielle. Van Helmont
est tout autant un lecteur des mystiques flamands, Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ, Sainte Ludegarde qui cite sans arrêt, n'est-ce pas, qu'un lecteur des alchimistes ou un manipulateur de laboratoire. C'est donc une philosophie extrêmement ambiguë qui ne pouvait pas survivre au nouveau paradigme mécaniste. Le nouveau paradigme mécaniste matérialise le monde, le réduit à une machine où tout est régi par des déplacements de la matière dans l'espace et dans le temps. L'origine de ce nouveau paradigme mécaniste n'est pas à chercher chez les philosophes, elle n'est pas à chercher chez les alchimistes, elle est à chercher chez les ingénieurs, chez les constructeurs de machines, dans les forces productives qui pèsent sur la superstructure idéologique de la pensée scolastique et lui imposent de tenir compte des réalités matérielles. Bon, donc la pensée de Van Helmont est une pensée marginale, une pensée qui va survivre et se féconder en France, mais au prix de distorsion et de trahison de sa pensée. Ce sera l'œuvre de Jean Lecomte. Ailleurs, elle va survivre en gardant sa teneur religieuse, illuministe, son contenu ésotérique. Et c'est peut-être dans cette tradition, nous allons l'apprendre, que s'inscrit Démètre Cantemir. Alors je dois vous dire que quand j'ai lu le titre « Démètre Cantemir, les prémices des Lumières en Europe orientale », je dirais que pour moi, Démètre Cantemir, dans ses travaux sur Van Helmont, n'est certainement pas un flambeau des Lumières en Europe orientale, c'est bien plutôt une des dernières flamèches du grand brasier que Paracelse avait allumé sur la grande place de Bâle lorsqu'il avait brûlé devant ses étudiants les livres d'Aristote et de Galien. Je vous remercie.